Alors que la poussière retombait à travers le monde après les guerres napoléoniennes, l'attention se tournait, comme cela avait été le cas à de nombreuses reprises au fil des siècles après un grand conflit centré sur l'Europe, vers la question des corsaires barbaresques. Cette série de petits royaumes issus de l'expansion ottomane et des tentatives d'expansion islamique le long de la côte nord-africaine avait survécu pendant des centaines d'années en pillant les côtes européennes grâce à une combinaison de facteurs. Mais c'était surtout grâce à la nature labyrinthique de la politique de puissance européenne. Les corsaires étaient suffisamment puissants pour nécessiter une force considérable afin de les affronter, et une marine qui envoyait une telle force s'affaiblissait alors suffisamment chez elle pour être vulnérable aux attaques d'autres marines. En plus de cela, puisque les corsaires étaient également tout à fait disposés à vendre leurs services aux plus offrants, ils étaient généralement au moins ignorés ou, dans certains cas, protégés directement ou indirectement par diverses puissances européennes qui les trouvaient très utiles pour s'en prendre à leurs ennemis. Ajoutez à cela la possibilité, en cas de situation critique, de se replier à l'intérieur des terres, puis de revenir et de se reconstruire après le départ de l'attaquant. Puisque les différentes expéditions n'avaient généralement pas tendance à amener des armées en plus des marines, et même lorsqu'elles le faisaient, les corsaires avaient tendance à jouer sur le long terme. Et leur combinaison de piraterie et d'esclavage, bien qu'elle ait connu des hauts et des bas en intensité, restait encore assez forte au début du XIXe siècle. Il y avait aussi le fait que les corsaires étaient composés de plusieurs États indépendants, donc s'en prendre à l'un d'eux ne dissuadait pas forcément les autres. Au contraire, cela leur ouvrait de nouveaux marchés, d'autant plus que chaque État avait tendance à avoir son propre système d'alliances et de tribus. Plus récemment, à l'approche et pendant les guerres napoléoniennes, les corsaires s'étaient largement attaqués à la nouvelle flotte marchande américaine qu'ils avaient constatée à leur grand plaisir, dépourvue de la protection d'une marine sérieuse ou d'alliés disposant eux-mêmes d'une marine puissante. Cela avait conduit le Congrès américain à revenir assez rapidement sur sa position initiale selon laquelle une marine n'était pas nécessaire, ce qui mena ensuite à la Première et à la Deuxième Guerre barbaresque. La première avait été beaucoup plus longue et avait abouti à des promesses de libre passage pour les navires américains sans tribut à payer. Pendant la guerre de 1812, alors que la marine américaine était occupée, les corsaires avaient repris leurs attaques contre les navires américains. La deuxième guerre barbaresque avait été beaucoup plus courte, et il s'était essentiellement agi de les menacer et de leur tirer dessus suffisamment pour rétablir les conditions qui existaient à la fin de la première guerre barbaresque. Cependant, bien qu'affaiblis, les États barbaresques n'étaient pas complètement hors d'état de nuire, et en effet, ils ont immédiatement cherché à compenser les pertes subies face aux Américains en augmentant leurs attaques contre d'autres navires marchands. Au cours des récentes guerres européennes, les États corsaires avaient saisi une grande quantité de richesses et d'esclaves provenant de divers navires et villes européens. Bien que certains aient été libérés à différents moments dans le cadre d'accords ou de rançons impliquant le transfert de grosses sommes d'argent, ou lorsque les alliances changeaient, il restait encore des milliers d'esclaves détenus dans les différentes villes corsaires. Certains y étaient depuis des décennies. Pendant la majeure partie des guerres napoléoniennes, les Britanniques avaient vu un certain avantage à laisser les corsaires tranquilles. En partie parce que la Royal Navy, il faut l'admettre, combattait à un moment donné la plupart des marines européennes réunies en même temps. Elle avait donc des préoccupations bien plus importantes. Et aussi parce que, les cibles les plus proches pour les corsaires étaient généralement les navires de l'Europe continentale, ce qui, comme nous venons de le dire, étaient de toute façon les ennemis de la Royal Navy. Donc, une force supplémentaire qu'ils n'avaient pas à payer, qui attaquait et capturait des navires marchands français, espagnols et autres, était avantageuse. En effet, le gouvernement britannique avait même vendu la frégate espagnole capturée El Gamo aux corsaires algériens plutôt que de la donner au capitaine qui l'avait réellement capturée, Cochrane, en plein milieu du conflit mentionné. Grâce à la volonté des corsaires de faire presque n'importe quoi si on leur payait le bon prix, ils s'étaient également révélés être des entrepreneurs plutôt efficaces lorsqu'il s'agissait d'approvisionner Gibraltar. L'Espagne étant hostile à la Grande-Bretagne, leurs navires rapides et marins expérimentés échappaient aisément aux patrouilles de guerre espagnoles. Cela ne veut pas dire pour autant que l'opinion sur les corsaires était unanimement positive en Grande-Bretagne. La plupart de ces considérations étaient politiques. Seules quelques-unes étaient tactiques ou stratégiques. La Royal Navy et ses hommes tenaient généralement les corsaires en bien moins haute estime que ceux restés au pays, et ils considéraient le manque d'action contre eux comme, au mieux, une conséquence du fait d'avoir des ennemis plus importants à combattre.
Le sentiment général croissant contre l'esclavage, tant dans la société britannique dans son ensemble que sur le plan législatif en particulier, comptait également de fervents défenseurs au sein de la Royal Navy. Bien que l'escadron d'Afrique de l'Ouest ait été salué, la politique raciale et religieuse de l'époque persistait. Beaucoup ont commencé à se demander si de tels efforts étaient entrepris pour libérer les Africains non chrétiens de l'esclavage, pourquoi rien n'était fait concernant les esclaves chrétiens blancs détenus par les corsaires, parmi lesquels se trouvaient des citoyens britanniques. À cette fin, le gouvernement a été convaincu d'envoyer une petite formation de navires de la Royal Navy sous le commandement de l'amiral Édouard Pellew, qui venait d'être nommé Lord Exmouth. Et oui, c'est bien ce Pellew, celui qui avait passé une bonne partie du conflit précédent à terroriser les ennemis du roi à bord de la frégate rasée HMS Indefatigable. Maintenant à bord du vaisseau de ligne HMS Boyne, il voulait naturellement intervenir, libérer tous les esclaves, contraindre les corsaires à mettre fin à l'esclavage et à la piraterie, et appuyer tout cela par une menace de violence extrême. Cependant, certains éléments politiques de l'époque, les mêmes qui tentaient de paralyser l'escadron d'Afrique de l'Ouest, ainsi qu'une faction de politiciens qui voulaient la paix à tout prix, puisqu'ils sortaient tout juste d'une guerre très coûteuse, lui ordonnèrent seulement de négocier la libération des captifs britanniques et de ceux qui pourraient relever de la souveraineté britannique. Et il lui était permis de demander aux corsaires d'abandonner l'esclavage, mais on lui a dit qu'il ne pouvait pas l'exiger. Pellew était assez agacé par cela, mais il n'était pas totalement sans recours. Il avait une réputation redoutable, ce qui le protégerait dans une certaine mesure de toute réaction politique. Et comme il vivait un demi-siècle avant même l'existence du télégraphe, une fois en mer, il pouvait, dans une certaine mesure, faire à peu près ce qu'il voulait. Ainsi, une fois que sa flotte entra en Méditerranée, il commença une série de préparatifs, dont seuls certains étaient reconnus des responsables à Londres, et dont beaucoup resteraient ignorés jusqu'à bien après les faits. Tout d'abord, il entama une tournée des différents États européens qui avaient été victimes des corsaires, mentionnant qu'il était en route pour négocier la libération des sujets britanniques retenus captifs là-bas. S'il désirait la libération de leurs sujets, il serait heureux d'inclure ces captifs dans les négociations, à condition qu'ils l'autorisent à le faire et, si nécessaire, qu'ils paient les rançons requises. Un bon nombre de souverains, en particulier de plusieurs cités-États italiennes qui, seuls, avaient très peu de chances de forcer la main des corsaires, ont accepté presque immédiatement, bien que, curieusement, les États pontificaux aient décliné poliment l'offre. Ils le savaient aussi. Parmi les 3 principaux États corsaires, Tripoli, Tunis et Alger, ce dernier était de loin le plus puissant et le plus défiant. Il décida donc d'abord de s'adresser aux 2 autres, tout en envoyant le HMS Banterer à Alger. Elle n'était pas en mission diplomatique, mais plutôt en mission de reconnaissance pour observer précisément à quel point l'endroit était bien défendu et comment ses défenses étaient disposées. Ses instructions au capitaine Ward du Banterer étaient en partie les suivantes. L'objectif de votre mission est de découvrir, avec une indifférence apparente, l'état d'Alger en ce qui concerne ses défenses, tant par terre que par mer. Et combien de troupes réelles ont-ils? Les défenses maritimes sont la priorité. Si vous êtes autorisé à entrer, essayez de longer l'extérieur de la jetée et de sonder le côté opposé de la goélette, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous jetiez l'ancre. Soyez précis sur la distance entre la tête de la jetée et la ville de l'autre côté du port afin de déterminer si Boyne peut se placer en travers de son entrée. Vérifiez si elle est exposée de flanc ou en enfilade depuis les remparts, sa proue tournée vers le large et la poupe vers la ville. Observez si des batteries de flanc de chaque côté peuvent tirer sur elle, en particulier si la batterie du phare peut tirer dans cette direction le long de la jetée. Remarquez si, depuis les remparts ou les maisons, un navire ainsi positionné serait exposé au feu de mousqueterie. Je crois que les remparts sont élevés. Prenez note du nombre de canons montés sur la façade maritime de la jetée et du phare, et s'ils sont de gros calibre. Notez les batteries côtières au nord de la ville, et si elles sont accessibles de près, découvrez si la journée est populaire ou non, ainsi que le caractère de son successeur probable. Découvrez s'il y a une personne en particulier susceptible d'être assez audacieuse pour prendre la tête en cas de clameur publique. Découvrez où se trouve le palais du jour et prenez des repères principaux pour diriger les obus vers celui-ci, vers tout dépôt de poudre ou vers l'emplacement du marché. Efforcez-vous de découvrir la quantité de poudre et de projectiles dont il dispose, et bien sûr, vous déterminerez en détail la force flottante de toutes sortes, comment on peut y accéder au mieux et si elle est en état de préparation.
Observez si le navire placé le long de la jetée sera assez haut pour tirer par-dessus, si réduit au silence vers la ville, ou si en plaçant un navire à un endroit particulier, la porte reliant la jetée à la ville peut être détruite. Observez si une frégate ou des canonnières ne pourraient pas être placées avantageusement au nord-ouest du phare et notez en détail si des batteries pourraient les gêner à cet endroit ou empêcher de tirer sur la jetée de ce côté. Observez s'il existe une chaîne ou une barrière qui empêcherait les brûlots d'attaquer les frégates ou les navires flottants. Navire. Observez le fond, s'il offre un bon mouillage, et après vous être assuré de ces points, revenez et rejoignez-moi. Le capitaine Ward s'est surpassé, rapportant une carte très détaillée avec plus de 100 notations, décomposant précisément les défenses et la disposition de la ville. Peller écrira plus tard, recommandant que Ward soit officiellement félicité pour ses actions. Car les plans existants d'Alger se sont révélés désespérément inexacts, tant dans la disposition et la solidité des fortifications que dans la profondeur des différentes parties du port. Peller changea donc d'avis et se dirigea d'abord vers Alger. À son arrivée, bien que son escadre ne fût pas particulièrement grande, la réputation de Pelleux et celle de la Royal Navy faisaient que les dirigeants d'Alger acceptèrent volontiers de libérer tous les sujets britanniques et de racheter tous les esclaves qu'ils détenaient de Naples et de Sardaigne qui s'étaient joints aux efforts de libération de Pelleux. Cela n'était pas entièrement contraire à la politique des corsaires. Après l'attaque de la marine américaine l'année précédente, les corsaires algériens firent ce qu'ils faisaient habituellement en cas d'attaque sévère, et cela consistait à libérer certains de leurs esclaves au profit de puissances hostiles. C'était une perte nettement moindre que de subir une nouvelle attaque. D'autant plus que les conditions de Pellew montraient que le gouvernement britannique semblait peu disposé à avancer sur ce sujet. Avec des centaines d'esclaves libérés à bord de ses navires, Pellew mit ensuite le cap sur Tunis, puis sur Tripoli. Peut-être un peu irrité d'avoir dû faire semblant d'être poli à Alger, Pellew rencontra les dirigeants de ces autres villes, et il y eut une erreur de traduction vraiment tragique. Au lieu d'exprimer que le gouvernement britannique serait très satisfait si l'esclavage était aboli, l'interprète a, d'une manière ou d'une autre, fini par transmettre le message que le prince régent, qui deviendrait plus tard le roi George IV, avait été déterminé à l'abolir. Confrontés à une menace voilée apparente soutenue par la puissance de feu en l'espace de quelques heures dans chaque lieu, aussi bien à Tunis qu'à Tripoli, les deux ont accepté de se conformer à cette exigence. Au total, Pellew a libéré 1792 esclaves, mais il a ensuite reçu de nouveaux ordres de Londres. La nouvelle était parvenue à Londres depuis qu'il était parti en mer. Des termes de l'accord entre Alger et les États-Unis, qui comprenaient des éléments tels que le droit de vendre des prises dans le port et d'y rééquiper des corsaires. Et il a reçu l'ordre de retourner à Alger et de demander les mêmes conditions pour les Britanniques. Il en a profité pour adresser une demande similaire de mettre fin à l'esclavage aux dirigeants d'Alger. Il y avait moins de risques pour les esclaves maintenant que ceux qui l'inquiétaient le plus avaient été libérés, et bien sûr, il pouvait présenter sa demande comme une amélioration. Ce serait bien. Si vous cessez l'esclavage là-bas, vous le ferez aussi ici. Avec tous les nouveaux ordres reçus, il affirmait connaître les nouvelles volontés du gouvernement. Cependant, Alger a résisté à la demande. Pellew a laissé entendre qu'il pourrait employer la force si refus, mais les Algériens ne prenaient pas vraiment cette menace au sérieux. Pellew leur a dit qu'il leur donnerait 2 heures pour réfléchir à ces conditions, mais sur le chemin du retour vers le chantier naval pour remonter à bord de son navire, il a été entouré par une foule apparue comme par magie qui discutait ouvertement de le tuer. Il ne fut libéré de la foule que par un haut fonctionnaire qui lui demanda ensuite 2 jours pour débattre de ses exigences. Pellew, plutôt irrité par cette tentative flagrante d'intimidation, lui répondit que non, le délai de 2 heures restait en vigueur et monta à bord de son bateau, ordonnant à son escadre de se préparer à l'action. Cependant, le vent lui était contraire, bien qu'il s'avéra que cela était probablement pour le mieux, car 2 autres capitaines, dont le capitaine Ward, étaient allés à terre ailleurs, totalement inconscients de la situation qui se développait, et furent capturés par la foule. Il fallut des efforts pour les récupérer, et ils auraient très bien pu être tués sur le champ si l'escadre avait pu prendre ses positions de tir et lancer une attaque alors qu'ils étaient encore entre les mains des Algériens. Finalement, comme il n'était techniquement pas autorisé à bombarder l'endroit, Pellew accepta finalement le retour des capitaines, et une promesse que le Dey d'Alger enverrait un ambassadeur en Grande-Bretagne pour négocier davantage sur la possible réduction ou l'abolition de l'esclavage dans sa ville.
acceptant que c'était sans doute le mieux possible dans les circonstances. Même s'il ne faisait pas du tout confiance au Dey d'Alger, Pelleux ramena l'escadron chez lui, écrivant une lettre à sa famille qui fait allusion à la façon dont il avait largement dépassé ses ordres réels. Elle dit en partie « C'est avec une grande joie que je me rapproche à nouveau de vous et du reste de ma famille, après une absence plus longue que ce à quoi je m'attendais lorsque j'ai quitté l'Angleterre, et qui s'est finalement achevée sans accomplir ce pourquoi on disait que nous étions restés si longtemps à l'étranger après la paix. J'avais espéré avec anxiété qu'on m'aurait ordonné de faire cesser leur système cruel, consistant à retenir en esclavage les chrétiens qui tombent entre leurs mains lors de ce qu'ils appellent la guerre. J'espère avoir facilité la tâche au gouvernement, ayant obtenu par mes propres efforts l'abandon de cette pratique par deux États, à savoir Tripoli et Tunis, et une promesse de négocier sur ce point de la part de la plus violente, Alger, après des discussions qui ne laissaient parfois pas présager une issue amicale. Mais je vous prie d'observer le plus grand silence à ce sujet, car cela pourrait me mettre dans une situation délicate. Car j'ai agi uniquement sous ma propre responsabilité et sans ordre. Les causes et les raisonnements qui, sur des principes généraux, peuvent être défendables, mais appliqués à notre propre pays, peuvent ne pas être justifiés, l'ancien intérêt mercantile y étant opposé. Il avait raison d'être discret, car ses forces étaient encore en route vers la maison, n'ayant fait qu'entrer à peine dans la Manche. Lorsqu'un député s'est levé au Parlement, sur la base de documents qu'il avait réussi à obtenir jusque-là, et a dénoncé les actions de Pelleux, sa motion de censure a été suspendue. Ce n'est qu'après avoir signalé que Pelleux n'était pas encore arrivé et que tous les documents sur les faits n'étaient donc pas encore disponibles. De plus, lorsque d'autres députés ont compris ce qui se passait, ils se sont en fait ralliés et ont au contraire fait l'éloge de Pelleux, avec pour résultat qu'une autre motion a été adoptée, celle-ci exprimant des éloges et des remerciements pour les actions de Pelleux. Mais cela montrait bien à quel point le Parlement était divisé sur le sujet. En fait, entre le moment de ce débat et l'arrivée des navires de Pelleux dans le chenal et leur accostage, de nouvelles informations sont parvenues en Grande-Bretagne, révélant la véritable nature des corsaires d'Alger. Mais même pendant qu'ils promettaient d'envoyer un ambassadeur en Grande-Bretagne, ils prenaient déjà des mesures pour reconstituer leur stock d'esclaves, alors que Pelleux était encore dans le port d'Alger. Les détails précis des récits varient quant à la séquence exacte des événements qui se sont produits, mais il semble qu'ils aient trouvé un endroit où il y avait un grand rassemblement de pêcheurs italiens qui célébraient la messe de l'Ascension. Et ils ont débarqué des troupes plus haut sur la côte, qui sont ensuite descendues et ont attaqué le rassemblement de pêcheurs, en tuant certains et en repoussant les autres vers la mer, où il a été rapporté que des galères algériennes battant pavillon britannique se sont approchées du rivage, poussant les pêcheurs à ramer et à nager vers elles dans l'espoir de trouver refuge. Seulement pour qu'environ 350 d'entre eux se retrouvent finalement captifs et esclaves de remplacement, puisque bien sûr les galères étaient en réalité des corsaires algériens. Le fait que ces Italiens en particulier venaient d'une des cités-États sous protection britannique rendait toute l'affaire encore plus scandaleuse. À peine Pelleux rentré chez lui, il découvrit. Toute la conversation autour d'Alger dans le domaine politique avait été complètement bouleversée et il se retrouva avec un véritable chèque en blanc entre les mains. Ses ordres étaient de forcer Alger à se soumettre ou d'exercer une vengeance contre eux, selon son choix, presque immédiatement et par tous les moyens nécessaires. En raison des informations inexactes précédentes concernant la force d'Alger avant la reconnaissance de Banterer, on pensait auparavant qu'une flotte de 25 vaisseaux de ligne, essentiellement une flotte presque équivalente à celle avec laquelle Nelson avait combattu à Trafalgar, serait nécessaire pour forcer Alger à se soumettre lors d'une attaque directe. Alors vous pouvez imaginer la surprise de tout le monde lorsque Pelleux, au lieu d'annoncer qu'il allait emmener la moitié de la marine avec lui, annonça qu'il n'aurait besoin que de 5 vaisseaux de ligne et de quelques autres navires auxiliaires. Cela, bien sûr, était basé sur ces informations mises à jour concernant la véritable défense d'Alger. La prochaine chose à laquelle il devait faire face fut un véritable flot de volontaires, car à mesure que la nouvelle de son voyage et de la trahison algérienne se répandait, il semblait que la moitié de la Royal Navy active et une bonne partie de ceux en demi-solde voulaient l'accompagner. En effet, il aurait pratiquement pu disposer de 25 vaisseaux de ligne entièrement équipés par les officiers de son choix et prêts à prendre la mer en quelques jours s'il avait choisi de le faire. Confronté à un tel afflux d'officiers compétents, bien au-delà de la capacité d'accueil de la flotte qu'il avait prévue.
Peleu a été contraint de confier la plupart des nominations à l'amirauté, de peur d'offenser personnellement trop de ses propres amis et membres de sa famille, y compris son frère Israël Peleu, qui avait accompagné l'escadre lors du voyage précédent, mais qui, finalement, n'a pas été choisi pour celui-ci. La flotte s'est rapidement rassemblée, composée de certains des navires les plus récents et les plus meurtriers que la Royal Navy pouvait offrir. Un bon nombre d'entre eux avaient moins de 10 ans. Le navire amiral était le Queen Charlotte, un vaisseau de premier rang de 104 canons accompagné de 4 autres vaisseaux de ligne, l'Imprégnable, un second rang de 98 canons et les Albion, Minden et Superbe, des troisième rangs de 74 canons. 3 nouvelles frégates lourdes de quatrième rang, conçues et construites principalement pour la guerre de 1812, le Leander, le Glasgow et le Seven, ainsi que 2 frégates classiques de cinquième rang, le Granicus et l'Ebrus. Et 7 ou 8 briques et sloops brigadiers formaient le contingent principal accompagné de 4 navires bombardiers, le Beelzebub, le Fury, l'Infernal et le Éclair, qui complétaient la flotte engagée. Il y avait aussi plusieurs petits navires qui allaient apparaître. Également du voyage, il y avait le HMS Express à 4 canons, qui servait principalement de navire messager, et il y aurait aussi, au final, une flottille assez importante de petites embarcations, dont le nombre total représentait environ le double de la flotte. C'était un mélange des propres embarcations du navire. Des bateaux transportant des armes supplémentaires pouvaient ensuite servir pour des attaques côtières. Il y avait aussi divers yachts, barges et canonnières, certains venus d'Angleterre avec la flotte, d'autres récupérés plus tard durant le voyage. Grâce à ces moyens, certains hommes, n'ayant pu rejoindre la flotte principale, participèrent tout de même à l'expédition. On entendit de nombreux ricanements joyeux dans certains coins, alors que les marins les plus pyromanes étaient encouragés ouvertement par Pellew à apporter toutes les substances incendiaires et explosifs inventifs qu'ils pouvaient trouver, y compris un nombre inquiétant de fusées congrèves pour lesquelles une cible de la taille d'une ville semblait parfaitement appropriée. Des marines et des ingénieurs furent également amenés, car il y avait besoin, du moins dans les plans initiaux, de troupes d'assaut et de sapeurs. Pellew trouva également un contingent de contrebandiers qui avaient été capturés et condamnés à servir dans la marine, et il décida de les emmener aussi, estimant que leur expérience dans la manipulation de navires et de bateaux près des côtes serait très utile. Alors que la flotte se dirigeait vers le sud, Pellew imposa un régime strict d'exercice de tir qui incluait, selon certains récits, un étrange dispositif que l'on pourrait considérer comme une forme très basique de calculateur d'artillerie, puisqu'il était décrit comme un mécanisme permettant de viser et de tirer les canons avec une grande précision. Et le 9, après avoir dépassé un corsaire tripolitain plutôt étonné qui rôdait dans le détroit de Gibraltar et pensait que sa chance avait vraiment tourné, la flotte jeta l'ancre à Gibraltar pour refaire ses provisions. Là, ils trouvèrent une petite escadre de frégates hollandaises et une corvette. Il s'agissait du Melampus, de l'Amstel, du Diana, de la Frederica, du Daggerard et de l'Andracht. Toutes mes excuses aux auditeurs néerlandais, respectivement sous le commandement général, encore désolé, de l'amiral Jean-Pierre Theodorus Frédéric von Capellen. Cette escadre venait en fait tout juste d'être à Alger dans une tentative d'imiter le succès de Pellew plus tôt dans l'année. Sauf que, bien sûr, il cherchait à obtenir la libération des prisonniers néerlandais, mais il n'avait pas eu de chance, car une poignée de frégates n'a pas vraiment impressionné le Dey d'Alger. Alors, lorsqu'ils se sont renseignés sur la raison pour laquelle une grande flotte britannique lourdement armée entrait en Méditerranée alors qu'il n'y avait apparemment pas de guerre, et on leur a dit que Pellew avait l'intention de faire sauter la majeure partie d'Alger et, potentiellement, de répandre du sel sur la terre également. S'ils pouvaient trouver un navire marchand transportant la cargaison appropriée, les Hollandais ont immédiatement demandé s'ils pouvaient se joindre à eux. Pellew les a accueillis sous son commandement et leur a confié la tâche d'attaquer le fort qui protégeait l'extrémité sud de la ville, ce qui lui permettait de regrouper ses propres forces qu'il aurait autrement affectées à ce rôle ailleurs. Après avoir été entièrement ravitaillés et chaque navire ayant reçu une copie mise à jour des plans de la ville ainsi que les ordres de Pellew, la flotte reprit la mer. Et à la mi-août, ils étaient presque arrivés à destination lorsqu'ils furent rejoints par la goélette HMS Prometheus, qui avait tenté de secourir le consul britannique et sa famille.
Ils avaient en fait réussi à faire partir la femme et la fille du consul, déguisées en aspirants de marine, mais le bébé de la famille et le groupe qui l'accompagnait, cela avait été découvert lorsque le nourrisson, qui avait été habilement caché dans un grand panier de légumes, s'était réveillé et avait commencé à pleurer. En conséquence, 3 aspirants de marine, le chirurgien du navire et 14 hommes du Prométhée, ainsi que le consul, furent tous enfermés. Le Dey d'Alger étant alors bien conscient que les Britanniques arrivaient et ayant activé toutes les défenses possibles. Cependant, il renvoya le bébé vers la flotte entrante, ce que Peleu nota comme étant, selon lui, le seul acte d'humanité de la journée. La frégate Seven fut envoyée en avant de la flotte pour offrir à Alger une dernière chance de se conformer. Pendant ce temps, derrière elle, la flotte de Peleu commença à s'étendre à l'entrée de la baie. À 14 heures, la Seven hissa un signal indiquant qu'Alger n'avait pas seulement refusé les conditions, mais avait refusé de répondre tout court. Peleu hissa immédiatement le signal interrogatif « Êtes-vous prêts ?» Chaque navire répondit par l'affirmative, et ainsi tous commencèrent à rejoindre leurs positions assignées. Face aux navires de Peleu, les corsaires disposaient d'environ 300 canons lourds répartis dans différentes batteries et forts, dont certains énormes bombardes ottomanes lançant des projectiles bien plus lourds que n'importe quel canon monté sur un navire. De plus, il y avait une douzaine de navires de guerre, un mélange de frégates et de corvettes, 3 douzaines de canonnières toutes remplies de troupes, et à peu près autant encore sous la forme de diverses embarcations plus petites. Au départ, l'approche se fit dans le silence des deux côtés, car Peleu avait ordonné à ses navires de ne faire armer qu'un seul pont de canon, s'ils en avaient plusieurs, pendant l'approche. Cela permettait à une grande partie des équipages d'être aux voiles. Cela offrait un meilleur contrôle des navires dans des eaux confinées. Une fois qu'ils prenaient position et jetaient les ancres ainsi que les lignes pour faire pivoter et déplacer leurs navires, les hommes se rendaient alors en totalité au canon. Les Algériens, en revanche, espéraient attirer la Queen Charlotte à proximité, puis l'aborder par une attaque massive de chaloupes armées. Ils avaient également été assez surpris par la rapidité de l'approche de Peleu, alors qu'il continuait à naviguer vers le port. Bien que les négociations semblaient en cours, on voyait de nombreux canons chargés frénétiquement et approvisionnés. Même lorsque la Queen Charlotte s'est approchée de la jetée, pièce maîtresse des défenses d'Alger. Peleu, bien sûr, s'était placé lui-même et son navire amiral en plein cœur de l'action. Un grand nombre de soldats, anticipant une tentative de débarquement, avaient été massés sur la jetée, et Peleu, positionné à quelques dizaines de mètres à peine, leur fit même signe de la main pour essayer de les faire reculer alors qu'ils grimpaient sur les parapets pour observer l'énorme vaisseau à 3 ponts qui dominait à la fois les soldats et les batteries de canons. Bien que le navire amiral fût en place, les autres navires tentaient encore de prendre position, et Peleu garda donc ses canons silencieux pour l'instant. Cependant, une fois les canonniers en place, il ordonna de pousser 3 hurrahs. Cependant, alors même que le dernier hurrah s'éteignait, la batterie la plus à l'est ouvrit un feu dispersé sur le Superbe. Ils tirèrent à peine 3 coups avant que Peleu n'ordonne à son navire amiral de riposter. Le 3-pont déchaîna une bordée à double et triple charge à bout portant sur les fortifications du Môle, dans une seule salve colossale. Les survivants rapportèrent plus tard qu'au moins 500 soldats et artilleurs furent tués par cette seule salve, et les hommes rechargèrent avec empressement, le navire amiral tirant pas moins de 3 bordées complètes dans les 3 premières minutes de l'engagement, dévastant le Môle. Les batteries ennemies ouvrirent le feu sur les Britanniques et les Hollandais, et la flotte riposta. La plupart des navires étaient encore légèrement hors de position, et certains furent ainsi pris sous un feu croisé. Cela entraîna le déplacement de quelques-uns des plus petits navires, les frégates. Ebris et Granicus décidèrent donc de continuer jusqu'à ce qu'ils trouvent des positions libres près de la Queen Charlotte, au cœur de l'action. Bientôt, en plus des tirs directs de canon, les arcs des roquettes et des obus commencèrent à s'élever au-dessus de la ville depuis divers lanceurs et navires bombardiers. Et bientôt, tant les fortifications que la ville entière furent soumises à un déluge plongeant de feu et d'explosions, en plus des tirs directs de fer brûlant. Un navire marchand danois et son équipage se retrouvèrent, sans le vouloir, aux premières loges de tout cela. Le capitaine avait passé la majeure partie de la journée précédente à supplier la ville de se rendre, car l'officier danois avait eu la malchance d'être présent lors des 2 précédentes attaques britanniques contre Copenhague, et il savait donc exactement ce qui allait arriver.
À présent, il ne lui restait plus qu'à s'asseoir et regarder tout cela se reproduire depuis la sécurité de son navire, marmonnant sans doute « Je vous l'avais bien dit » ou « C'est reparti », sauf bien sûr en danois. Ayant été quelque peu pris au dépourvu, les canonnières algériennes avancèrent alors, utilisant le nuage de fumée des canons comme couverture. Cela dissimulait une bonne partie de leur approche à la Queen Charlotte, mais malheureusement pour eux, cela leur cachait aussi la présence toute proche du Leander. À leur émergence, ils virent que la grande frégate était idéalement placée pour les prendre de flanc, ce qui entraîna assez rapidement le naufrage de 33 des 37 canonnières sous une série de bordées dévastatrices, les 4 restantes prenant la fuite dans la fumée. Ainsi, la bataille progressait. La Queen Charlotte se retrouva rapidement à court de cible à l'extrémité de la jetée, qui n'était plus qu'un amas de poussière, de maçonnerie brisée et de corps éparpillés, puis elle pivota sur ses lignes pour viser d'autres positions. Ailleurs, la bataille restait plus équilibrée. Au bout d'environ 1 heure, vers 16 heures, Leander reçut l'ordre d'envoyer une chaloupe vers la frégate corsaire la plus proche et d'y mettre le feu. Cela fut fait presque trop efficacement, l'équipe d'abordage étant repoussée par les flammes qui se propageaient rapidement. On espérait que ce navire en feu propagerait l'incendie et détruirait les autres principaux navires de guerre ennemis, mais la frégate brûla ses amarres trop rapidement et dériva vers la mer, ce qui poussa les différentes chaloupes et canonnières britanniques présentes dans la zone à ouvrir le feu sur la frégate suivante en utilisant des obus incendiaires. Vers 6 heures du soir, cette frégate brûlait bien malgré tous les efforts de son équipage pour éteindre les incendies. Et cette fois, le feu s'est effectivement propagé pour dévorer la majeure partie du reste de la flotte corsaire, à l'exception d'une seule goélette et d'une brigantine qui se trouvait beaucoup plus à l'intérieur du port. En fait, les flammes devinrent si intenses qu'elles atteignirent rapidement les entrepôts des quais, puis se propagèrent jusqu'à l'arsenal principal de la ville, avec des résultats spectaculaires, comme on pouvait s'y attendre. Vers le coucher du soleil, l'imprégnable a signalé qu'elle était prise sous un feu croisé depuis plusieurs heures et qu'elle avait besoin d'assistance. Mais comme le vent était presque tombé, les tentatives du Glasgow pour la rejoindre ont échoué. Alors Pellew a envoyé une embarcation donnant à l'imprégnable la permission de s'éloigner pour effectuer des réparations. Cependant, l'amiral Milne et le capitaine Brace ont refusé de se retirer alors qu'aucun autre navire ne le faisait, et donc Pellew a élaboré un autre plan. Ils se souvenaient qu'ils avaient amené une vieille goélette depuis Gibraltar, remplie de 143 barils de poudre à canon. À l'origine, elle devait être utilisée pour détruire la flotte corsaire, mais puisque ces navires étaient déjà agréablement en flammes, la goélette fut envoyée à la place vers l'imprégnable, qui l'a dirigée vers une batterie de canons particulièrement agaçante, juste au nord du phare de la ville. L'équipage de la goélette a donc mis les voiles. Là-bas, ils allumèrent les mèches et se retirèrent. Vers 9 heures du soir, une énorme explosion projeta la goélette et la batterie de canons dans les airs, bien qu'il s'agissait en fait d'une autre batterie que celle indiquée par l'imprégnable. À la tombée de la nuit, le feu des deux côtés commença à faiblir, en partie parce qu'il devenait de plus en plus difficile de voir quoi que ce soit à cause de la combinaison de l'obscurité et de la fumée des canons, et en partie parce que la flotte avait en réalité utilisé une grande partie de ses munitions. La dépense totale à travers la flotte s'élevait à 118 tonnes de poudre, 50 000 boulets pleins, ce qui représentait plus de 500 tonnes au total. Près de 1000 obus provenant des différents navires bombardiers, et qui savait combien d'obus de roquettes tirés par les divers petits bateaux. Un énorme orage, accompagné d'éclairs, éclata peu après la tombée de la nuit, les éclairs illuminant la baie par des flashs de lumière actinique. Le consul américain à terre, qui venait de décrire toute la scène, remarqua comment les éclairs illuminaient les navires encore présents dans la baie, alors même que la flotte corsaire en flammes et les installations portuaires offraient un décor dramatiquement approprié. Jugeant que sa mission était accomplie pour le moment, et bien sûr que l'orage offrait une sortie dramatiquement appropriée, Pellew ordonna à la flotte de se retirer vers des eaux plus profondes pour le reste de la nuit. Le décompte des pertes fut alors établi. À travers la flotte, il y eut 128 tués et 690 blessés sur les navires britanniques, avec 13 autres tués et 52 blessés sur les navires néerlandais. L'imprégnable avait de loin le plus souffert, avec 50 morts et 160 blessés, un grand nombre étant dû à une explosion de quelque sorte survenue pendant l'action. Le nombre de pertes le plus élevé après cela fut sur le Léandre, qui comptait 17 morts et 118 blessés, puis sur le Queen Charlotte avec seulement 8 morts mais 131 blessés. Le Léandre, étant une frégate, avait donc plus souffert que les deux grands vaisseaux de ligne.
Lors de la bataille, son gréement gravement endommagé par une batterie ennemie, elle envoya une chaloupe et une haussière vers le Set, puis, en tirant dessus, se plaça pour ouvrir le feu et réduire cette batterie au silence. Le nombre exact de pertes parmi les défenseurs algériens était inconnu, mais on l'estimait entre 5 et 6 000. Pelleuse semblait avoir eu une vie plutôt chanceuse. Un boulet de canon avait arraché les pans de son manteau alors qu'il arpentait le pont. Une balle de mousquet fut stoppée par la destruction de ses lunettes dans sa poche. Sa longue-vue avait été arrachée de sa main par un tir, ce qui avait nécessité pas mal de jurons de marins britanniques et divers éclats, et un tir de mousquet égaré l'avait blessé à la joue et à la jambe. Mais, en dehors de coupures superficielles, il n'était pas réellement blessé. Pelleuse s'assit alors dans sa cabine et rédigea une lettre. À son Altesse le Dey d'Alger. Monsieur, pour vos atrocités à Bonnat contre des chrétiens sans défense et votre mépris indigne des demandes que j'ai formulées hier au nom du prince régent d'Angleterre, la flotte sous mes ordres vous a infligé un châtiment exemplaire par la destruction totale de votre marine, de vos entrepôts et de votre arsenal, ainsi que de la moitié de vos batteries. Comme l'Angleterre ne souhaite pas la destruction des villes, je ne veux pas faire subir vos cruautés personnelles aux habitants inoffensifs du pays, et je vous offre donc les mêmes conditions de paix que je vous ai transmises hier au nom de mon souverain. Sans accepter ces conditions, aucune paix avec l'Angleterre n'est possible. Si vous acceptez cette offre comme vous le devriez, vous tirerez 3 coups de canon, et je considérerai l'absence de ce signal comme un refus, et je reprendrai mes opérations à ma convenance. Je propose ces conditions, à condition que ni le consul britannique ni les officiers et marins capturés sur un navire de guerre britannique n'aient été maltraités, ou aucun des esclaves chrétiens sous votre pouvoir, et je réitère ma demande que le consul, les officiers et les hommes me soient envoyés conformément aux anciens traités. Signé Exmouth, Queen Charlotte, baie d'Alger, 25 août 1816. Maintenant, certaines sources secondaires affirment que cette menace était un bluff, car les navires avaient épuisé toutes leurs munitions. Mais c'est incorrect. Un examen plus attentif des documents de Pelleuse montre qu'en réalité, bien que tous les navires aient utilisé beaucoup de munitions, tous disposaient encore d'une quantité raisonnable en réserve pour reprendre le combat si nécessaire. Les exercices de tir imposés pendant le trajet avaient permis de s'assurer que les tirs britanniques étaient à la fois délibérés et précis. En effet, après examen d'Alger dans les jours qui ont suivi, seuls quelques canons ennemis pouvaient encore être trouvés montés et à leur emplacement d'origine. Ce que révèlent ces documents, et c'est peut-être de là que vient la confusion, c'est que certains navires avaient pratiquement épuisé toute leur poudre. Mais cela montre aussi que ces navires étaient réapprovisionnés au petit matin par des transferts de poudre provenant de certaines goélettes qui étaient restées plus au large. N'ayant aucun moyen réel de poursuivre la résistance, Dey répondit qu'il accepterait les conditions et signa le document suivant. La déclaration de son Altesse Sérénissime Omar Pacha, Dey et gouverneur de la ville guerrière et du royaume d'Alger, faite et conclue avec le droit. L'amiral Édouard Baron Exmouth, chevalier, grand-croix de l'Ordre du Bain, amiral de l'escadre bleue de Sa Majesté britannique, commandant en chef de la flotte et des navires de Sa Majesté en Méditerranée. Respirez un coup. En considération du profond intérêt manifesté par son Altesse royale, le prince régent d'Angleterre, pour la fin de l'esclavage des chrétiens, son Altesse, le Dey d'Alger, pour afficher son désir peu sincère de préserver ses relations amicales avec la Grande-Bretagne et témoigner de son respect envers les puissances européennes. Affirme qu'en cas de guerre future avec une puissance européenne, aucun prisonnier ne sera réduit en esclavage et qu'ils seront traités humainement comme des prisonniers de guerre, jusqu'à ce qu'ils soient régulièrement échangés, conformément à la pratique européenne dans des cas similaires, et qu'à la fin des hostilités, ils seront rendus à leurs pays respectifs sans rançon. La condamnation des prisonniers de guerre chrétiens à l'esclavage est formellement et définitivement abandonnée, fait en double à Alger, en présence de Dieu Tout-Puissant. Le 28 août de l'année de Jésus-Christ, 1816, est le 6e jour de la lune du mois de Shawwal de l'année 1230 et 1 de l'Hégire. Cela a entraîné la reddition des derniers esclaves détenus à Alger, portant le total des personnes libérées par les 2 expéditions commandées cette année-là par Pelleuse à un peu plus de 3000 au total. Bien que ces efforts aient apporté un répit à ceux qui voyageaient en Méditerranée et vivaient sur ses côtes, en grande partie parce que les Algériens n'avaient plus de navires,
les dirigeants d'Alger se sont concentrés sur la reconstruction de leur ville et ont cherché d'autres sources d'esclaves que les nations européennes. En 1824, Alger se sentit en fait suffisamment forte pour tenter à nouveau sa chance, bien qu'ils capitulèrent rapidement lorsqu'une autre flotte de la Royal Navy apparut et menaça de les bombarder à nouveau. Cependant, bien que les expéditions américaines et les assauts de Pellew aient brisé la puissance des corsaires et qu'avec la paix en Europe, les patrouilles navales étaient bien plus fréquentes au large des côtes barbaresques, rendant la reprise des raids beaucoup plus difficile. Au final, la seule solution permanente s'est avérée être l'invasion et l'occupation, les Français prenant Alger en 1830 et en faisant une colonie. Tripoli et Tunis étaient nettement plus calmes, mais toutes deux finirent par être occupées plus tard lors des grandes ruées coloniales. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez vos commentaires ou suggestions de navires dans les commentaires ci-dessous. Commentez la publication épinglée pour toute question sur la cale sèche.